Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, réunion de coordination avec le président de la commune de Boulaos, entre le ministère de la Santé. Et enfin, dans l'actualité internationale, signature d'un accord pour la création de centres d'accueil des migrants en mer Méditerranéenne. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, la République de Djibouti, qui assure actuellement la présidence de l'IGAD, salue l'initiative des médiations entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide qui ont eu lieu à Jeddah. Les partis ont pris des engagements pour l'aide humanitaire et la confiance mutuelle, montrant leur volonté de mettre fin au conflit Djibouti. Félicite les médiations et les médiateurs d'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Union africaine, ainsi que l'IGAD, qui est représenté par son secrétaire exécutif, Dr Workene Gebeyou, pour leur rôle dans ces pourparlers et encourage le respect des engagements pour le bien-être du peuple soudanais. Fin de communiqué. Et je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a eu l'honneur de remettre l'insigne officiel dans l'ordre national du 27 juin au directeur général de la BOA, M. Farid Bouri, en présence du secrétaire général de la primature, du directeur de cabinet, du colonel Moussa Mohamed Moussa. M. Farid Bouri ayant effectué l'école de haute études de management d'entreprise et de gestion était auparavant à Dakar, au Sénégal, en tant que responsable du pilotage de l'animation commerciale à la Bank of Africa du groupe BSME pendant plus de 4 ans. Puis il occupe depuis mars 2015 le poste de directeur général adjoint à Djibouti avant d'accéder en 2018 au poste de directeur général de la Bank of Africa. En parallèle, sa collaboratrice, Mme Fatria Askar Farah, directrice de l'exploitation de la BOA, a été honorée du titre de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Mme Fatria Askar Farah a effectué une licence d'administration économique et sociale, puis une maîtrise d'administration économique et sociale avec une option gestion des PME à la faculté de droit, d'économie et de sciences sociales d'Angers. Et c'est depuis 1988 et une longue carrière dans le milieu bancaire, notamment auprès du Crédit Agricole, en tant que chef des différents départements, qu'elle accédera en 1993 au poste de directrice des finances et des risques de Bank of Africa pour la gestion et supervision des départements du juridique, du contentieux et de la comptabilité générale et de la trésorerie et du pilotage du comité de crédit en participant à plusieurs comités internes. Elle est nommée le 5 juillet 2022 directrice d'exploitation de Bank of Africa pour proposer et mettre en œuvre le plan commercial réseau et CAF et pour la mise en place d'un dispositif de gestion et d'animation des équipes du pôle d'exploitation et assurer la gestion et la commercialisation des produits de la banque, ainsi superviser les entités du pôle d'exploitation. Autre actualité nationale, c'était dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla Abdi, a présidé avec le président de la commune de Blos une réunion importante pour la coordination entre le département sanitaire et la commune sur les activités de pulvérisation intradomiciliaire en cours. Eh bien, les échanges ont permis de partager ensemble en vue de faire émerger une synergie entre les services de santé et la collectivité locale pour permettre une meilleure appropriation de ces activités préventives de la part de la population. Rappelons que le président de la commune de Blaos, Abdelkader Iman, s'est dit entièrement disposé ainsi que son équipe pour appuyer et soutenir les efforts déployés par le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. Le chef de la commune de Blaos, à qui ces opérations de pulvérisation intradomiciliaire, a rappelé qu'il intervient à un moment propice pour stopper tout risque de prolifération des moustiques à la veille d'un épisode pluvial particulièrement intense. Compte tenu de la nouveauté de ces techniques, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla Abdi, a pour sa part exhorté l'ensemble des responsables présents à intensifier la communication, la sensibilisation et la plaidoyer auprès des ménages djiboutiens sur les différents aspects et sur le bienfait de la pulvérisation intradomiciliaire. Le ministre a également soulevé la nécessité de renforcer davantage la coordination à tous les niveaux entre les ministères sectoriels et les élus locaux de Blaos concernant les activités de terrain en matière de lutte antivectorielle et multiforme. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité procède aujourd'hui à la clôture d'un programme de formation en pause et maintenance des panneaux solaires pour une vingtaine de jeunes d'une durée de 6 mois
dans le cadre du programme Solutions pérennes piloté par le ministère. Et cette clôture a été présidée par Mme Amina Ahmed Ouassama, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. La cérémonie de remise des certificats aux jeunes formés s'est tenue en présence conjointement du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdellah Mayoub, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, M. Mohamed Kilewaes, de la coordinatrice des programmes de l'UNFD, Mme Rokhia Ali, du représentant du PAM, M. Agbezi Amewa, du représentant du service des missions protestantes, M. Sirestre Christian, ainsi que les cadres respectifs des institutions impliquées. Eh bien, cette initiative conçue pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables et favoriser une résilience durable s'inscrit en étroite ligne avec l'investissement dans le capital humain, une priorité essentielle pour le développement social et économique à long terme. Les jeunes lauréats soigneusement sélectionnés à partir de bases de données du ministère sont issus des familles vulnérables bénéficiaires des programmes sociaux qui ont démontré une détermination exceptionnelle en réussissant le test d'admission rigoureux qui ont précédé leur intégration au programme de formation. Ces derniers, d'une durée de 6 mois, étaient conçus pour fournir des compétences pratiques et théoriques essentielles. Ils recevront aujourd'hui leur permettront désormais de penser maintenant à une autre vie, celle de mettre à profit leurs compétences au service des usagers des installations de panneaux solaires à Djibouti. Nous saluons leur persévérance et leur volonté, car nous concentrons nos efforts pour que chaque élève puisse découvrir tout le potentiel dont il regorge et qu'il peut mettre au service de son pays et pour le bien-être de sa famille. C'est pour cela que nous saluons l'engagement du ministère des Affaires sociales et des solidarités, qui, à travers cette formation, accompagne les familles par d'autres formes de solidarité qui renforcent davantage ces filets sociaux. Écoutons à présent le représentant du PAM et le représentant du service des missions protestantes, M. Sirestre Christian, lors de la clôture du programme de formation en pose et maintenance des panneaux solaires. De récompenser les efforts inlassables fournis par ces jeunes qui, dans le cadre de l'action financée par l'Union européenne, ont réussi leur formation professionnelle. En effet, l'approche intégrée du programme Solutions pérennes a permis de contribuer à la mise en œuvre d'une réponse harmonisée aux enjeux de la pauvreté et en misant notamment sur une solution ciblée vers l'autonomisation des jeunes et de leurs familles. La formation, celle-ci donne un travail et le travail donne la dignité. Et donc je suis très heureux que le service de mission protestantes des FAP ait participé à cette formation parce que ça vous permet à vous justement d'assurer votre vie, d'assurer la vie de votre famille ou de votre prochaine famille si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'avez pas encore d'enfants. Et c'est vraiment très important de pouvoir s'assumer soi-même dans la société. Donc je suis très heureux que nous ayons pu participer à cet effort. Et je vous souhaite bonne chance dans votre travail pour réussir, pour vous assurer et ainsi vivre avec une grande dignité dans un monde où vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais vous apportez quelque chose à la société. Cette étape marque le début d'une nouvelle ère pour ces jeunes et témoigne de l'engagement du gouvernement envers un avenir prometteur offrant de l'espoir et des nouvelles perspectives aux populations vulnérables. Écoutons la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Suivi pendant 6 mois une formation au centre de formation de l'Église protestante à Djibouti. Cette formation axée sur la pose, l'entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques a été une opportunité unique et certainement vous ouvrira d'autres horizons pour vous insérer sur le marché du travail. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique de lutte contre la pauvreté du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et elle reflète la vision clairvoyante de son Excellence, le Président de la République, qui a placé la jeunesse au centre de sa politique sociale. Former la jeunesse, leur donner les moyens de réussir et de trouver un emploi, c'est aussi permettre à des familles de sortir de la précarité et donc de réduire la pauvreté, d'où la croissance inclusive de notre pays. Ce projet
appelée Solutions pérennes est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, l'Union européenne, le Programme alimentaire mondial, dont l'objet portait sur l'assistance financière des familles et un accompagnement des jeunes déscolarisés. Nous avons donné des transferts monétaires à travers la plateforme Scoop pendant 27 mois pour 4000 familles et nous avons également appuyé les jeunes de ces familles pour suivre des formations qualifiantes, mais aussi nous avons offert des programmes, des mesures d'accompagnement à travers l'Union nationale des femmes de Djibouti pour le changement de comportement. Certes, vous avez suivi une cursus au niveau de l'éducation nationale, mais comme il y a toujours un problème de chômage à Djibouti, le gouvernement vous donne encore la possibilité de trouver un emploi. Donc, on vous offre une nouvelle compétence, un métier s'ouvre à vous. Et ce n'est pas n'importe quel métier, c'est le métier du futur. Donc, je vous félicite pour votre réussite de certification et vous encourage à utiliser ces compétences pour gagner votre vie et aider également vos proches familles. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. L'objectif de cette formation était de poser les panneaux solaires et on a bénéficié beaucoup d'expérience. Je salue aussi le ministère des Affaires sociales et le PAM. J'ai acquis beaucoup d'expérience et cette formation a duré 6 mois avec un mois de stage, ça fait 7 ans. Et on a bien acquis et voilà, ça s'est bien passé dans la remise de diplôme. Direction le Sri Lanka, où l'ambassadeur de la République de Djibouti, M. Abdillahi Assoué, a remis ses lettres de créance à son Excellence M. Ranil, président de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République socialiste démocratique du Sri Lanka. Eh bien, le dimanche 5 novembre, Abdillahi Assoué, nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Sri Lanka, a été reçu dans la résidence du président accueilli par le chef de l'État sri-lankais, M. Ranil, en présence du ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, ainsi que du secrétaire particulier du président et du chef du protocole. Lors de la cérémonie de remise, Abdillahi Assoué a affirmé combien il était honoré de représenter et de présenter ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de Djibouti accrédité au Sri Lanka dans toute l'histoire des deux pays. Ensuite, M. Abdillahi Assoué a tenu à transmettre à M. Ranil les chaleureuses salutations du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses meilleurs vœux. Il s'est également engagé à renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le président du Sri Lanka a de son côté souhaité la bienvenue au Sri Lanka à l'ambassadeur Issa Abdillahi Assoué et lui a fait part de son soutien d'accomplissement de sa nouvelle mission. Retour à Djibouti, où dans sa lutte acharnée contre l'insécurité alimentaire, la République de Djibouti a obtenu un financement crucial de la Banque mondiale pour un projet visant à faire face à la crise alimentaire actuelle. En conséquence, le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé une opération étendue de surveillance des points de vente. En gros, cette opération de contrôle comporte 2 composants essentiels. Tout d'abord, elle vise à examiner l'état des stocks d'articles alimentaires essentiels tels que le sucre, la farine, les pâtes. Deuxièmement, elle vise à évaluer les structures de tarification approuvées par le ministère du Commerce. Lors d'une récente descente dans le centre-ville, les équipes d'inspection ont examiné méticuleusement tous les points de vente, en gros pour évaluer visuellement la quantité de stock d'articles alimentaires essentiels disponibles. Il a noté qu'à la suite de ces inspections, certains grossistes ont été convoqués pour des enquêtes complémentaires. Il est important de souligner que ces opérations de contrôle orchestrées par le ministère du Commerce se poursuivront pendant un mois. Djibouti prend des mesures proactives pour garantir que ces articles alimentaires essentiels restent accessibles et abordables pour ses citoyens. Il montre ainsi son engagement ferme dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région. Cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, la République de Djibouti a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'un projet riposte d'urgence à la crise alimentaire. C'est dans ce sens que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé des contrôles de grande envergure sur le terrain tout au long du mois de novembre.
en vue de constater l'évolution des prix des denrées alimentaires des premières nécessités. L'objectif principal de cette opération consiste à s'assurer, d'une part, à la disponibilité de denrées alimentaires sur le stock et d'autre part, la collecte régulière d'informations du respect du prix homologué par le ministère du Commerce. Enfin, le ministère du Commerce et du Tourisme exhorte les commerçants à la prise de responsabilité au respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. Direction le nord du pays, dans une manifestation vibrante de solidarité, la jeunesse de la région de Hayou s'est rassemblée au CDC d'Obor pour répondre à l'appel de collecte de fonds en faveur de nos frères et sœurs en Palestine. Eh bien, cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, en faveur des Palestiniens de Gaza. L'initiative nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Ces gestes solidaires invités pour toutes les jeunes hommes et les filles, ainsi que les familles, ainsi que l'ensemble des habitants de la région, à se joindre à cette noble cause et à participer à la collecte de fonds. Sport, pour clore l'actualité nationale, direction l'Égypte où après un voyage éreintant, l'équipe nationale de football surnommée les Requins de la mer Rouge ont entamé plutôt leur entraînement en Égypte. Hier après-midi, les joueurs ont participé à leur première séance d'entraînement sous l'œil du coach de l'équipe nationale. Cette séance visait principalement à permettre aux joueurs de récupérer la fatigue du voyage tout en se concentrant sur des exercices physiques et spécifiques. Pendant 2 heures, nos athlètes nationaux se sont donnés à fond afin de se préparer au mieux pour les prochains défis de la trêve nationale. L'entraîneur de l'équipe nationale senior a souligné que l'objectif principal de ces séances est de permettre aux joueurs de s'acclimater au climat égyptien, ce qui sera essentiel pour les prochains matchs contre l'Égypte et la Burkina Faso. Il a noté que les Requins affronteront l'Égypte au Caire le 16 novembre, suivi d'un match contre la Guinée-Bissau le 20 novembre. Une préparation intensive en Égypte vise à garantir que notre équipe nationale soit au mieux de sa forme pour ces rencontres cruciales à venir. Les attendent avec impatience de voir nos joueurs en action sur le terrain. Et dans l'actualité internationale, au Moyen-Orient, pour la 33e jour, les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi leur agression brutale contre la bande de Gaza, malgré les appels de la communauté internationale à mettre fin aux massacres odieux qui ont visé des innocents et des infrastructures, en plus des hôpitaux qui sont devenus la cible des bombardements israéliens. Ces derniers jours, selon les autorités sanitaires, la bande de Gaza, les raids israéliens continuent depuis le 7 octobre, ont entraîné la mort de plus de 10 300 personnes, dont des milliers de femmes, d'enfants et des personnes âgées, en plus dont blessés plus de 24 000 autres. Dans un geste qui reflète la volonté du gouvernement israélien de poursuivre ces violations du droit international humanitaire en tuant des civils, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé que les attaques israéliennes se poursuivront jusqu'à la libération des otages détenus par la résistance, a-t-il rappelé à Gaza. Pendant ce temps, les préparatifs se poursuivent pour le sommet arabe d'urgence qui se tiendra dans la capitale saoudienne, Riyad, pour discuter des moyens d'assurer un cessez-le-feu et d'ouvrir des couloirs sûrs pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza. D'autre part, les manifestants condamnent l'agression israélienne contre le peuple palestinien se poursuivent dans de nombreux pays du monde lorsque les manifestations exigent la fin des massacres commis par les forces d'occupation israéliennes. Et en Europe, l'Italie va ouvrir en Albanie un État
en nombre de l'Union européenne, 2 centres pour accueillir des migrants sauvés en mer, en vertu d'un accord signé lundi à Rome par la première ministre Giorgia Meloni avec son homologue Edi Rama, dans le centre de premier accueil de triage situé au port de Shenzhen auront lieu les procédures de débarquement et d'identification, tandis que le centre de Gadjar, une localité située à une vingtaine de kilomètres, sera chargé des procédures ultérieures. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.